Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cet entretien exclusif. Nous avons pour la première fois sur le plateau de Gabon 24 en grand format Madame Ségolène Royal. Merci déjà d'être avec nous. Merci de votre invitation. De ce sommet sur le climat qui se tient à Libreville du 29 au 2 septembre prochain. Alors, vous avez été présidente de la COP 21. Oui. Plusieurs choses ont été dites, des accords ont été signés, mais jusqu'à présent, les choses peinent à prendre forme. Alors, si vous reveniez déjà sur ce qui s'est passé en 2021, parlons de cette COP. Alors, à la COP 21, donc en décembre 2015, avec mise en œuvre en 2016. D'ailleurs, le Gabon avait été un des premiers pays à ratifier l'accord de Paris sur le climat. 3 choses ont été décidées. Un accord a été signé qui reconnaît que ce sont les énergies fossiles qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Deuxièmement, des financements ont été mis en place, ont été décidés. Et troisièmement, ce qu'on appelle des coalitions d'action ont été créées. D'accord. Voilà. Et d'accord, toutes ces choses, c'était pour quel objectif précis? L'objectif, c'est de diminuer ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Parce que c'est l'émanation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui proviennent du pétrole, du charbon, du gaz, etc., qui provoquent un effet de serre, c'est-à-dire comme une serre. Donc la planète chauffe parce que les rayons du soleil, au lieu de repartir vers l'atmosphère, sont bloqués par cette pollution qui entoure la planète. Vous voyez, donc ils reviennent vers la Terre. C'est ça le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui... Alors il y a 3 choses. Il y a la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la surexploitation des ressources, la surpêche, les gens qui coupent des arbres n'importe comment. Et d'ailleurs le Gabon est remarquable dans ses politiques de protection de la forêt. C'est un des premiers poumons de la planète. Ici, la forêt du Gabon, c'est important que ce soit dit. Et troisièmement, c'est la lutte contre toutes les formes de pollution, en particulier la pollution par le plastique. D'accord. Nous en sommes où, parlant de cet accord? Alors, beaucoup de choses ont été faites, parfois pas très visibles. Quand vous dites beaucoup de choses? Vous voyez, il y a eu quand même une montée en puissance des énergies renouvelables, il y a eu de la croissance verte, les gens ont pris conscience du fait d'épargner la nature. Donc, il y a eu une prise de conscience et plus personne ne conteste qu'il y a un réchauffement climatique. En revanche, ça ne va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Et les transferts de technologie et les financements qui avaient été promis pour l'Afrique n'ont pas été encore totalement mis en place. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui Parce que ça traîne, parce qu'il y a la bureaucratie, parce que en face, il faut des projets, des opérateurs qui se réunissent, etc. Et pourtant, à la COP21, et c'est moi-même qui l'ai présenté, il y avait eu plus de 200 projets qui avaient été identifiés dans le cadre de l'Alliance internationale sur les énergies renouvelables en Afrique, avec des opérateurs locaux qui étaient capables de mettre en place les projets, de les poursuivre. Et après, les financements n'ont pas été structurés. Donc, c'est une chance que cette année, la COP se déroule en Afrique. En Égypte notamment, ce sera en novembre prochain. Mais parce que je pense que les pays du G20 ne peuvent plus maintenant faire comme si ça n'existait pas et ne pas faire 2 choses, le transfert de technologie. Vous voyez, par exemple, c'est pas normal qu'il n'y ait pas sur le continent africain une usine de fabrication de panneaux solaires. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une usine de fabrication du matériel pour faire la géothermie, pour faire l'hydroélectricité, alors qu'il y a un potentiel considérable en Afrique d'énergie renouvelable, mais l'Afrique est dépendante des technologies venues d'ailleurs. Et donc, le premier pas serait peut-être de transférer d'abord les technologies pour permettre à l'Afrique de mieux se prendre en charge. Voilà. Et les 100 milliards d'euros qui ont été promis, qui doivent être mis sur la table, pourraient servir, par exemple, à créer... Alors pourquoi cet argent n'est toujours pas sorti des poches il y a que des pays pollueurs? Et parce que les banques rechignent, parce que c'était à la fois des crédits privés publics. C'est-à-dire il faut que ça se coordonne. Il y a quand même des masses, aujourd'hui à l'échelle planétaire, il y a quand même des masses d'épargne financière qui circulent. Donc il faut que ces masses financières s'investissent et que la Banque mondiale maintenant et l'ONU disent voilà, ça va s'investir dans les filières
de développement des énergies renouvelables en Afrique. Voilà. Alors, on a l'impression que les organisations, hein, la COP notamment, toutes les COP qui ont suivi celle que vous avez présidée, n'ont pas accouché du bon fruit au bon moment, parce que l'Afrique est toujours dans cette logique de s'adapter pour atténuer les effets, etc. Oui. Alors, est-ce qu'après la COP, tout s'est arrêté là? Vous n'avez pas poursuivi le plaidoyer durant les autres COP en vue de changer la situation, de changer la vision même de ces personnes qui polluent l'Afrique, parce qu'on est à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ouais, alors, comment on fait? Absolument. Comment C'est un transfert massif de technologie. Ouais. C'est le verdissement des villes. C'est que sur tous les toits, il y ait des panneaux solaires, que les gens aient accès à l'électricité par le panneau solaire qui est au-dessus de leur tête. C'est que tous les bâtiments industriels, les bâtiments commerciaux, les aéroports se couvrent de centrales solaires. Déjà, toute cette énergie serait gratuite, ce serait une énergie propre. Et ensuite, c'est tout le recyclage des déchets, parce que là, il y a de l'énergie aussi qu'on peut produire par les déchets. Ce sont les économies d'eau, aussi les recherches d'eau par énergie solaire. Donc les technologies, on les a. Les projets, il y en a quand même beaucoup qui se sont développés, hein, je l'explique dans mon livre aussi. Il y a des parcs éoliens qui se sont développés en Afrique, il y a des équipements en hydroélectricité, il y a des centrales solaires qui se sont développées. Il y a eu quand même, on a franchi un cap important, mais je pense qu'il faut changer de vitesse maintenant, et accélérer le processus à partir des premières réalisations qui ont eu lieu et qui fonctionnent. À quoi sert par exemple une rencontre comme celle de Libreville, comme celle du Sénégal qui aura lieu dans quelques semaines? À quoi ça sert? C'est très important parce que ça peut permettre d'identifier, là il y a le président de la COP d'Égypte qui est là. Ça permet d'identifier quels sont les points d'appui sur lesquels on va exiger des résultats à la COP27 quand tous les chefs d'État seront là. Est-ce que vous pensez que cela n'a pas été fait durant les autres COP, au point de revenir à la COP27 avec les mêmes préoccupations, peut-être pour les mêmes résultats? Non, je pense que par exemple à Glasgow, il ne s'est rien passé. Ça a été une succession de discours diplomatiques. En revanche, comme il y a une responsabilité à l'égard de l'Afrique et que le moment de la justice climatique est venu, et que ce qui se passe en Afrique concerne la totalité de la planète, aujourd'hui, tout le monde va regarder ce qui va se passer en Afrique en exigeant que les transferts de technologie. Les pays du Nord ne peuvent pas se plaindre des migrations de la misère s'ils ne sont pas capables de donner l'énergie pour que l'Afrique développe sur son territoire la valorisation des matières premières. Comme l'a dit le président de l'Union africaine, Macky Sall, c'est pas normal qu'il y ait encore autant de matières premières du sous-sol africain qui est exporté pour être valorisé ailleurs parce qu'il y a un manque d'énergie. Donc déjà, si par pays on calcule en combien de temps on peut valoriser sur place les ressources minières de toute nature, y compris les ressources agricoles, parce qu'il faut savoir quand même que 40% de l'agriculture qui n'a pas de chaîne de froid pourrit et est inapte à la consommation aussi. Donc si vous mettez une chaîne de froid, pourquoi pas à partir d'énergie solaire, la réfrigération à partir de l'énergie solaire par exemple, y compris pour la pêche. Il y a beaucoup de ports de pêche où il n'y a pas de chaîne de froid. Donc le poisson, s'il n'est pas vendu dans les 2 jours, eh ben, il est impropre à la consommation. Déjà, si on résout ce problème-là, on économise 40% de l'alimentation. Vous vous rendez compte? C'est énorme, ça peut aller vite. Mais plus la question des femmes. Vous savez que les femmes en Afrique, j'avais calculé dans le livre que j'ai écrit sur la justice climatique, font 40 milliards, vous entendez bien, 40 milliards d'heures de travail gratuites pour aller chercher l'eau et le bois. Donc si vous mettez des fours à combustion lente, si vous mettez des fours solaires, si vous mettez des panneaux solaires sur les toits, c'est ça qui est économisé pour les femmes et les petites filles. Est-ce que ces informations ne sont pas accessibles à ces personnes qui polluent l'Afrique? Si. Ces informations? Si, mais pourquoi, selon vous, ils n'en tiennent pas compte? Parce que c'est la solution de facilité. Les gens continuent à prendre leur voiture, puis ils se disent les voitures propres, ce sera pour plus tard. Les jets privés, vous avez vu la polémique, les avions, c'est surtout la pollution par les bâtiments qui ne sont pas suffisamment isolés, donc il y a beaucoup de consommation énergétique. C'est la surexploitation, c'est les voitures qui polluent.
Et donc, il faut un saut technologique par rapport à ça. Mais on sait pourtant recharger les voitures électriques avec l'énergie solaire, on le sait. Mais il y a un lobby quand même automobile qui se dit non, on va attendre un peu parce que s'il faut changer nos chaînes de fabrication automobile, ça va prendre du temps, etc. Donc à un moment, moi je pense que l'histoire, elle avance par saut. Vous voyez, à un moment, les gens se disent non, ça c'est plus possible. D'accord. Allez, on décide Mais de est-ce que l'Afrique aujourd'hui, elle a les moyens nécessaires pour exiger de ces pays des solutions immédiates ou plutôt à court terme, à court moyen terme? Je pense. D'abord, il y a beaucoup de projets quand on le voit. Je reviens d'Égypte, je vois tous les projets qu'il y a sur les énergies renouvelables. Au Gabon, il y a tous les projets aussi sur la question de la filière de la forêt, justement, qui est un puits de carbone. Je vois dans tous les pays d'Afrique, la population bouge. Les jeunes ont envie aussi de s'investir dans des métiers de la croissance verte. Les femmes ont envie aussi d'avoir une agriculture quand même vivrière qui ne leur prend pas autant de temps. Donc je pense que la prise de conscience est là. Il faut maintenant des financements et surtout, par rapport à ces financements, des procédures opérationnelles de financement des projets. Et pas des financements qui vont se perdre dans les comptes bancaires ou qui vont attendre des financements directs. Des financements directs sur les projets. D'accord. Mais avec les collectivités locales. Il n'y a pas un risque de détournement de ces financements pour d'autres objectifs? Mais parce qu'il faut que la population soit là et contrôle. Mais si on dit un jour, il y a tant qui arrive pour dans un quartier, par exemple, mettre des panneaux solaires partout, mettre des bandes de recharge électrique pour des scooters électriques partout, la population, elle va être là. Il faut associer la population. Et la transition énergétique, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'elle est en marche en Afrique? Est-ce que vous pensez qu'à partir de ces financements, on peut réellement l'implémenter en Afrique? Je pense. Oui. D'abord, parce qu'il y a une énergie considérable. Oui, mais il y a de l'énergie, sauf l'énergie solaire, regardez. Pas souvent aux populations les plus vulnérables, et c'est l'Afrique qui paye toujours le lourd tribut, c'est le paysan derrière, c'est toutes ces personnes. Donc comment on fait? Déjà, si toutes les nouvelles constructions, par exemple, étaient obligées d'intégrer Afrique et le reste du continent, parce que moi j'avais imposé ça en France, puis après ça s'est détricoté, parce que sous la pression du lobby de la construction, non, c'était trop contraignant, etc. Mais non, à un moment, il faut des normes de construction qui créent des bâtiments qu'on appelle à énergie positive, c'est-à-dire où les énergies renouvelables seront déjà intégrées, plus l'isolation des bâtiments seront déjà intégrées dans la construction du bâtiment. Bien sûr que c'est possible. Et quel sera votre plaidoyer en guise de mot de la fin lors de la COP27? Le plaidoyer, c'est de montrer ce qui marche. Oui. Et qu'est-ce qui marche? Il y a des choses qui marchent, il y a des réalisations qui fonctionnent. Moi, il y a des centrales solaires, ne serait-ce qu'au Maroc, là, je pense à ça parce que j'étais allée à l'inauguration. Donc, il y a des équipements quand même d'énergie renouvelable en Afrique qui fonctionnent. Et cela, il faut les montrer. Il y a l'hydroélectricité qui marche, il y a des champs éoliens en Éthiopie même qui fonctionnent. Donc ça, il faut montrer les réalisations. Bon, il faut montrer les réalisations de protection de la biodiversité. De ce point de vue, le Gabon est un exemple. Hier, j'ai visité une école en pleine forêt. C'est formidable. Si vous apprenez aux enfants à aimer la nature, ils vont être des acteurs de la protection de la nature. Tout à fait. Ils ne se porteront plus de voir un sac en plastique accroché à un arbre. C'est fini. Donc il faut s'appuyer sur les enfants, sur la nouvelle génération, parce qu'eux, ils sont sensibilisés à la protection de la nature. D'accord. Et que doit donc faire l'Afrique? Premier pas immédiat. Immédiat, exiger qu'à la COP 27, il y ait les 100 milliards sur la table et il y ait la liste des projets qui vont être réalisés avec ces 100 milliards pour que tout le monde voit que cet argent était bien utilisé, était utile et que dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque territoire, dans chaque village, il y ait un projet qui soit financé sur les énergies renouvelables. Est-ce que c'est tous ces projets qui doivent être financés ou bien l'Afrique doit parler d'une seule voix pour que le financement arrive et profite à tous? Il y a les deux. Parce qu'il faut à la fois que les institutions internationales, il ne faut pas que ces finances soient noyées dans les institutions internationales, et il faut cibler, c'est-à-dire il faut faire les choses avec les populations. Parce que si vous associez les populations, on est sûr que les projets vont avancer. D'accord. Et j'aime beaucoup, vous avez souvent de petites phrases d'espoir
Oui. On se quitte dessus, peut-être une Oui. petite phrase d'espoir de Ségolène Royal Oui. sur Gabon 24. Sur Gabon 24, vous voulez la belle phrase de Mandela là, que j'ai citée, je veux dire que l'éducation est l'arme la plus forte et la plus solide pour changer le monde. Ça, je crois que c'est vrai, parce que connaître, savoir et apprendre aux enfants, c'est une force. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise voilà, qu'avec de l'espoir, visualiser un objectif, c'est déjà le réaliser à moitié. C'est ce que l'on retient. Voilà. Au terme de cet échange, merci à vous Ségolène Royal. Vous étiez sur Gabon 24 en marge de cette semaine sur le climat qui se déroule du 29 août au 2 septembre ici à Libreville. Des échanges qui permettront à l'Afrique de mieux s'organiser et de parler d'une seule voix. Pourquoi pas, hein, durant la COP 27 qui aura lieu en novembre prochain en Égypte. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur Gabon 24 se poursuit. Je rappelle tout de même que nous étions en compagnie de Ségolène Royal, présidente de la COP 21, ça vous le savez, mais elle est également présidente de l'ONG, rappelez-nous le nom. Désir d'avenir pour la planète. Voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24.